Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 novembre 2025 et notre ami, notre frère, Alex Kreiner, est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Ravi de te retrouver, Nima. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et j'adresse mes salutations chaleureuses à ton public. Veuillez vous abonner et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Et Alex, laissez-moi commencer par ce qui s'est passé à New York. Le premier maire socialiste musulman, soutenu par Soros. C'est incroyable. Que se passe-t-il? Vous savez, Alex, en ce qui concerne ce genre de choses, nous avons déjà vu le même schéma auparavant, pendant les années Obama. Vous vous souvenez de cette époque? Beaucoup pensaient qu'il pourrait y avoir un changement radical dans la politique étrangère et intérieure des États-Unis. Mais ce n'est plus seulement le président maintenant, c'est le maire d'une ville très importante aux États-Unis. À votre avis, qu'est-ce que cela signifie pour le pays et pour la ville de New York? Et pourquoi? En considérant que plus de 75% des jeunes de moins de 30 ans ont voté pour lui. C'est énorme, à mon avis. Cela montre que le statu quo ne fonctionne plus. Les gens cherchent autre chose. Quelle est votre opinion là-dessus? Eh bien, il me semble que c'était une victoire pour George Soros et son fils, Alex Soros, ce qui signifie que c'était une victoire pour la classe des financiers qui dirigent Wall Street, la City de Londres, et ainsi de suite. C'est donc l'autre camp, les mondialistes, les sponsors et les contrôleurs du nouvel ordre mondial. Mais vous savez, avec les victoires, le problème, c'est qu'elles peuvent aussi se transformer en défaites. On ne sait jamais. Peut-être dans 6 mois, dans 1 an, qui sait quelle sera la réalité. Pour être honnête, je ne sais pas grand-chose de Mamdani, si ce n'est qu'il est un radical politique et un musulman. Mais je suis ensuite tombé sur une vidéo sur X ou YouTube où il partage un repas avec un groupe de dirigeants juifs de New York. Je pense qu'ils venaient de New York et qu'ils étaient évidemment très favorables à lui. Puis l'une des personnes qui a porté un toast a dit « Oh, je sais qu'il est, je sais plus qui, sa mère était juive, et quelqu'un d'autre est juif. » Au début, j'ai pensé que c'était peut-être de l'IA, peut-être une sorte de fausse vidéo, je ne sais pas ce que c'est, car je l'ai littéralement vu il y a seulement quelques minutes. Mais cela ne me surprendrait pas, car nous vivons à une époque de tromperie très très profonde. Et ce n'est pas seulement maintenant, cela dure depuis des décennies, voire des siècles, où les pouvoirs du capitalisme financier portent au pouvoir des personnes très différentes de l'image qu'on en donne au public. Tu sais, les rumeurs et théories du complot selon lesquelles Obama serait musulman et serait né au Kenya n'ont jamais vraiment disparu. Elles sont toujours là. Elles appartiennent à cette catégorie de choses dont on ne saura peut-être jamais la vérité, n'est-ce pas? Comme les assassinats de JFK, RFK, McKinley et ainsi de suite. Là où toi, Charlie Kirk, exactement. Et puis tout un tas de dirigeants à travers le monde qui ont été présentés d'une certaine manière, mais qui, en réalité, étaient quelque chose de complètement différent. Donc si c'est la vérité pour Zoran Mamdani, je ne serais pas surpris que cette vidéo soit vraie ou fausse. Mais cela ne signifie pas qu'ils remportent une grande et éclatante victoire et que le monde se déroule comme ils le souhaitent. Cela veut simplement dire qu'ils ont gagné un poste dans une ville importante, mais cela pourrait être une victoire à la Pyrrhus. Cela pourrait être la pire chose qui leur soit arrivée. Là où cette victoire fait mal, c'est que le mouvement MAGA ne conquiert manifestement pas les cœurs et les esprits comme il le devrait. Et je pense que Trump porte une grande part de responsabilité à ce sujet. Son message n'est pas seulement flou et ambigu, il est délibérément dispersé. Les gens sont désorientés, ils ne comprennent pas ce qu'il fait,
ni pourquoi, ni comment. Donc beaucoup de gens, je pense, abandonnent le mouvement MAGA et leur soutien à Trump. Et vous savez, si l'on regarde en arrière, les gens ont voté pour lui parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il ne fasse pas la guerre à d'autres pays, qu'il cesse de mener des opérations de changement de régime. Et maintenant, il semble qu'il veuille changer le régime du Venezuela. Cela en a vraiment l'air. Je ne sais pas s'il veut réellement le faire, mais votre communication n'est manifestement pas claire. Et beaucoup de gens croient que vous êtes sérieux à ce sujet parce que vous donnez cette impression. Je pense donc que c'est vraiment un talon d'Achille pour l'administration Trump. Peut-être que Trump pense devoir gérer les choses de cette manière, avec beaucoup de tromperies, de diversion, de messages contradictoires, une grande ambiguïté stratégique, une sorte de gestion chaotique des affaires. Peut-être que, dans une certaine mesure, c'est nécessaire, ou du moins, il le croit. Mais en même temps, cela lui coûte politiquement. L'aspect positif pourrait être qu'ils en tireront une leçon. La défaite est un bien meilleur professeur que la victoire. Nous verrons donc ce qui se passera, mais il faudra un certain temps pour que la poussière retombe. Et encore une fois, le moment crucial pour l'administration Trump, pour le mouvement MAGA, pour ce que l'on pourrait appeler le changement de cap politique des États-Unis, sera les élections de mi-mandat. Je pense que s'ils perdent la majorité à la Chambre et au Sénat, alors tout ce qu'il fait maintenant pourrait être annulé. Et les États-Unis pourraient alors être ramenés dans l'ordre mondialiste et la Troisième Guerre mondiale pourrait être remise sur les rails. Alex, ne penses-tu pas que l'establishment a d'une certaine manière réussi à contrôler Donald Trump et son administration? Parce que regarde, le prix Nobel de la paix revient au Venezuela et à Maria Corina Machado, et Donald Trump adopte des politiques du même genre. Et qu'est-ce que c'est? Le Nigeria entre en scène. Tout à coup, il se préoccupe du Nigeria. Puis la Chine arrive. Quand on voit la réaction de la Chine, on sent que quelque chose de sérieux se passe. C'est pourquoi la Chine doit commenter et en parler. Je me demande comment nous pouvons comprendre la position de Trump. Il semble qu'ils aient réussi à le gérer jusqu'à présent en ce qui concerne le Venezuela. En ce moment, le Nigeria, l'Ukraine, chaque fois qu'il s'exprime, il dit quelque chose de différent. Tu te souviens, après la rencontre avec Poutine, il a dit « pas de Siswa ». Puis il a dit non, il faut s'en prendre à Siswa. Il n'y a aucune stabilité dans sa manière d'agir. C'est ça le problème aujourd'hui. Oui, je suis d'accord, Nima. C'est exactement le problème. La raison pour laquelle je ne suis pas sûr qu'il aille réellement jusqu'à un changement de régime au Venezuela, c'est à cause de son passé et de sa manière d'agir. Lors de son premier mandat, il y a eu un moment où il semblait que les États-Unis allaient entrer en guerre avec la Corée du Nord. Souviens-toi, ils avaient commencé cette guerre de mots où ils traitaient Kim Jong-un de « petit homme fusée » et disaient des choses comme « j'ai des fusées plus grandes ». Mais en même temps, il envoyait une délégation de généraux du Pentagone et d'autres responsables en Chine et en Corée du Sud pour préparer des pourparlers de paix. Ce qui a suivi fut un moment très prometteur lorsqu'il a établi une relation cordiale avec Kim Jong-un. Et puis, si tu te souviens, quelques semaines plus tard, ils ont effectivement commencé à déminer la zone de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et il semblait qu'ils se dirigeaient vers la réunification des deux Corées. Ensuite, pendant cette administration, il a semblé à un certain moment que les États-Unis allaient certainement entrer en guerre contre l'Iran. J'avais du mal à croire qu'ils iraient vraiment jusqu'au bout. Et puis Trump a commencé à bombarder le Yémen, à faire toutes ces choses insensées, envoyer des bombardiers stratégiques à Diego Garcia,
et ainsi de suite. Et puis de tout ce chaos est sorti, pour ce que ça vaut, l'accord de paix en Israël et à Gaza. Et pour l'instant, du moins, une guerre contre Israël n'est pas à l'ordre du jour. Désolé, une guerre contre l'Iran n'est pas envisagée. Donc je soupçonne que ce que nous voyons avec le Venezuela pourrait bien se révéler être la même chose. Parce que si vous vous souvenez, lors de son premier mandat, en 2019, il y a eu une tentative de changement de régime au Venezuela. Et encore une fois, Trump semblait totalement d'accord avec cela. Sauf qu'il a choisi deux des pires personnes qu'il aurait pu sélectionner pour ce projet. L'un d'eux était John Bolton, à propos duquel Trump lui-même a dit qu'il était l'homme le plus stupide qu'il connaissait. Et l'autre était Elliot Abrams, dont vous savez, la dernière fois que j'ai entendu parler, c'était dans les années 1980, je crois, avec l'affaire Iran-Contra. Je crois qu'il a été inculpé, reconnu coupable, condamné à une peine de prison, puis gracié par George Bush père. Et donc, le résultat de tout cela, c'est que Maduro est toujours au pouvoir au Venezuela. Malgré tous les signaux, malgré tous les messages, le changement de régime n'a pas eu lieu. Est-ce que ce sera la même chose cette fois-ci? Je ne sais pas. Mais voici ce qui me dérange. Si les États-Unis parviennent à renverser le régime vénézuélien et à porter María Corina Machado à la présidence, Trump aura offert un cadeau colossal aux financiers de Wall Street. Car ce sont eux qui veulent un changement de régime au Venezuela, au Nigeria et partout ailleurs, bien sûr. Et d'après ce que j'ai compris, l'une des missions de Trump, lorsqu'il était en fonction, était justement de lutter contre la classe des financiers mondiaux. Du moins, selon des témoins, c'est exactement ce qu'il a dit à un groupe de républicains à Chicago en les invitant à se joindre à lui dans ce combat. Sinon, pourquoi les États-Unis auraient-ils besoin de changer le régime du Venezuela? Cela n'a absolument aucun sens. Si vous avez besoin de pétrole, vous pouvez en acheter. Les États-Unis sont suffisamment grands, disposent d'un pouvoir de négociation suffisant pour probablement aller à Caracas et dire « Très bien, nous allons acheter tout votre pétrole. Vous allez nous le vendre à moitié prix. » Et je suis sûr que Maduro répondrait « Oui, monsieur, marché conclu. Mais ce n'est pas le pétrole qu'ils veulent. C'est la garantie qu'ils veulent. La garantie, c'est ça l'élément clé. Et la seule classe dans notre société qui a besoin de garantie, ce sont les banquiers. Donc la pression, évidemment, vient de Wall Street. Et dans ce sens, on peut aussi comprendre pourquoi le prix Nobel a été attribué à María Corina Machado, pratiquement exactement à ce moment-là. Désolé, pratiquement au même moment où Donald Trump lui-même convoitait le prix Nobel de la paix. Désolé, mon fils essaie de m'appeler. My son's trying to call me. No problem. Alex. Pas de problème. Alex, l'autre sujet concernant Donald Trump, qui a suscité beaucoup d'inquiétudes parmi les Russes, était sa rhétorique sur les essais de bombes nucléaires. On lui a demandé lors d'une interview à 60 minutes quelle en était la raison. Il a répondu que la Russie et la Chine testaient leurs armes nucléaires et que nous devions le faire pour leur montrer que personne d'autre ne le faisait. Oui, vas-y. Vas-y, Nima. Et en regardant ce qui se passe en ce moment, et la manière dont Donald Trump essaie de riposter, d'une certaine façon de montrer à quel point les États-Unis sont supérieurs à la Chine et à la Russie, pensez-vous que cela va l'aider? Voici ce qu'il a dit à propos des essais de bombes nucléaires et de la réaction. Je vais vous dire quelle a été la réponse du président russe. Voici ce qu'a dit Donald Trump. L'Amérique possède plus d'armes nucléaires que tout autre pays.
Cela a été accompli grâce à une mise à jour complète et à une rénovation des armes existantes pendant mon premier mandat, lorsque j'ai reconstruit l'armée. En raison de leur formidable pouvoir destructeur, j'ai détesté le faire. Cela concernait les armes nucléaires, mais je n'avais vraiment pas le choix. La Russie arrive en deuxième position et la Chine est loin derrière. Mais elle rattrapera son retard d'ici 5 ans. En raison des programmes d'essai d'autres pays, j'ai donné instruction au département de la Défense de commencer à tester nos armes nucléaires sur une base équitable. Ce processus commencera immédiatement. Merci de votre attention à cette question. Et vous savez ce que Poutine a dit? Il a déclaré que cette rhétorique constituait un problème sérieux. Il a demandé au Conseil de sécurité et aux agences de défense d'analyser les déclarations des États-Unis et de préparer des propositions sur la possible préparation de la Russie à des essais nucléaires. Quelle est cette nouvelle rhétorique de la part de Donald Trump? Il se vante que les États-Unis sont les plus puissants, qu'ils possèdent le plus grand arsenal nucléaire, ce qui n'est pas exact d'ailleurs, mais c'est Donald Trump. Il faut l'accepter. Au-delà de cela, ce qui est stratégique dans l'esprit des Russes et d'une importance majeure, c'est la question des essais nucléaires, ce qui est nouveau. Personne ne l'a fait auparavant, et il essaye de le faire. Pourquoi cela? Je n'arrive pas à imaginer, Nima. Cela ressemble à une réaction instinctive déclenchée par l'annonce par Vladimir Poutine du missile Burevestnik et du Poséidon. Et je pense qu'en partie, c'est peut-être même un malentendu. Les Russes n'ont pas testé une ogive nucléaire. Ils n'ont pas testé une bombe nucléaire. Ils ont testé un véhicule. Ils ont construit un moteur à réaction à propulsion nucléaire et fait voler un missile de croisière capable de parcourir de longues distances, environ 14 000 km, ce qui constitue une avancée majeure. Mais il n'y a pas eu de test de bombe nucléaire. Donc toute cette rhétorique de sa part est inappropriée. Elle est fausse. Cela semble presque être une réaction instinctive née d'un sentiment d'impuissance. Vous savez, parce que oui, les Américains ont des bombes nucléaires, mais ils n'ont rien de comparable aux missiles hypersoniques que les Russes possèdent en de nombreuses versions. Ils n'ont rien de comparable à la torpille Poséidon. Ils n'ont rien de comparable au missile de croisière Burevestnik. Et même cette technologie, tu sais, est assez intéressante à bien des égards. Non pas parce qu'elle permet de créer un missile de croisière sans limite de portée, mais parce qu'elle pourrait aussi représenter une nouvelle technologie à usage civil. Alors sa réponse, c'est du genre « Oh, on va tester une bombe nucléaire maintenant. Vous allez voir. Et on en a plus que vous, même si ce n'est pas vrai. Et tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, je n'y arrive juste pas. » C'est pourquoi déjà, il y a des mois et des mois, pratiquement depuis le début de son administration, j'ai pensé que, pour ma santé mentale et pour éviter de me faire du mal au cerveau, je devais arrêter d'écouter ce que cet homme dit et me concentrer uniquement sur ce qui se passe réellement. Tu sais, comme le Venezuela, si tu te fiais à ce qu'il disait, tu deviendrais fou, non? Mais voyons ce qui se passe en réalité, parce que les choses pourraient ne pas se dérouler comme elles semblent aller pour le moment. Et puis ça, tester des bombes nucléaires. Tu peux pas simplement, tu sais, allumer une mèche avec un briquet, la lancer et que ça explose. Il faut préparer ça. C'est un processus. D'après ce que je comprends, ça prend des mois, peut-être même 2 ou 3 ans pour y parvenir. Donc il parle. Trump ne fait que parler. Tu te souviens, il y a environ 1 mois, il disait « Oh, nous voulons la base de Bagram, nous voulons y retourner ». Il n'en a plus jamais reparlé depuis. C'est juste. Ouais, vas-y. Mais il retourne en Syrie. Tu sais ce qui me paraît tellement étrange?
Al-Jolani est allé en Russie, et la Russie a accepté avec lui qu'ils allaient être là-bas, en Syrie, pour les aider. Et Donald Trump, tout à coup, a décidé d'établir une base à Damas, en Syrie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Ouais, je ne sais pas. Tu vois, est-ce qu'il va en reparler dans un mois? Est-ce qu'ils le font vraiment? On dirait qu'ils le font vraiment, car leurs soldats arrivent là-bas. Ils viennent tout juste d'atterrir à Damas, tandis que Al-Shara sera à Washington pour parler avec Donald Trump. Et voici les dernières nouvelles que je viens de te lire. Et moi, Alex, qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu te souviens de l'administration Biden. Nous savions exactement ce qu'ils allaient faire. Nous n'aimions pas ça. Nous la critiquions sans arrêt. Ce dont parlait Anthony Blinken, ce dont parlait Jake Sullivan. Ils étaient partout dans les médias, à parler. Personne ne fait ça dans l'administration Trump. Qui est Rubio? Sais-tu ce qu'il pense de ce qui se passe? Même au Venezuela. Il ne sort rien de l'administration. Tu sais, le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale. C'est la même chose, Marco Rubio. Et personne ne sait qui est Marco Rubio, ni ce qu'il veut. Oui, c'est clairement un cas d'ambiguïté stratégique. Et vous savez, je pense que c'est quelque chose qu'ils font volontairement. Ce n'est pas un accident. Ils le font délibérément. Le but est de dissimuler leurs véritables intentions, afin qu'il nous soit difficile d'interpréter ce qu'ils font, ce qu'ils cherchent à accomplir et ce qui se passe réellement. Mais je dois dire que pour moi, cette situation est bien préférable à ce que nous avions avec Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland et tous ces gens-là, car ils avaient une vision à sens unique, nous poussant vers des escalades au Moyen-Orient, en Ukraine, contre la Russie, contre la Chine. Ils étaient déjà en train de mettre les choses en place. Ils mettaient en place les éléments pour toutes ces guerres. Vous savez, Biden disait quelque chose comme « Oh oui, une guerre sur 3 fronts, pas de problème, nous sommes les États-Unis d'Amérique, bon sang, nous pouvons le faire. Nous pouvons battre tout le monde. » Trump fait évidemment quelque chose de très différent. Et, vous savez, pour moi, le changement vraiment important dans la nouvelle administration, c'est que nous avons de bonnes relations constructives entre la Russie et les États-Unis. Ce qui, vous savez, est d'une importance capitale, car ce sont les 2 principales puissances nucléaires. Le plus grand risque, c'est l'anéantissement nucléaire de toute l'humanité. Donc le fait que les 2 administrations se parlent, qu'elles soient en bons termes et qu'elles avancent dans une direction constructive, est extrêmement important. Ensuite, une partie de cet accord est que Trump a refusé d'accorder une garantie de sécurité à l'Ukraine. C'était le fil déclencheur, le point de départ de la Troisième Guerre mondiale. Il a refusé cela, et il réduit l'implication des États-Unis dans le projet Ukraine, tout en poussant l'Europe à réduire la leur. Les Européens continuent de soutenir l'Ukraine. Ils continuent de fantasmer sur une guerre contre la Russie. Mais en réalité, ils ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet pour le moment. Trump a évité d'entrer en guerre avec l'Iran. Il a déclaré explicitement qu'il n'était pas intéressé par un changement de régime en Iran. Donc, sur la base des décisions politiques importantes que nous avons observées au cours des 10 derniers mois, je préfère largement l'administration Trump à l'administration Biden. Évidemment, il subit une énorme pression du lobby sioniste, de Wall Street, du complexe militaro-industriel et de bien d'autres milieux pour faire autre chose et probablement revenir aux mêmes politiques que l'administration américaine suit depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que cette pression est la raison pour laquelle il rend tout le monde fou, y compris nous. Alors,
Vous savez, comment comprendre la Syrie, comment comprendre le Nigeria, comment comprendre le Venezuela, le Yémen, et ainsi de suite. Je n'en suis jamais sûr. Je ne suis jamais sûr de la réponse. Mais je pense certainement que nous avons franchi une étape très importante pour nous éloigner du précipice de l'anéantissement nucléaire depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Ce que je ressens vraiment à propos de l'administration Trump, Alex, c'est que, en regardant son premier mandat, il voulait se retirer de Syrie. Mais il ne l'a pas fait. Avec la Russie, c'était un énorme chaos, tu sais, toute l'affaire du Russiagate et tout ça. Et l'absurdité de la situation actuelle, c'est que les personnes qui le soutenaient à l'époque sont aujourd'hui attaquées par lui pour la position qu'elles adoptent sur le Venezuela. Ce ne sont pas des signes positifs pour beaucoup de gens qui espéraient une nouvelle stratégie de Donald Trump, version 2.0. Et d'un autre côté, Alex, regarde le Moyen-Orient, regarde ce qui s'y passe. Netanyahou a eu une réunion avec son conseil de sécurité, avec des membres du Mossad, du Shin Bet, tous ensemble. Ils parlent de nouvelles opérations concernant l'Iran et le Hezbollah. Tu sais, le soi-disant cessez-le-feu. Et pourtant, ils attaquent les Gazaouis chaque jour, tuant des gens. En Cisjordanie, la situation est tout simplement inimaginable, ce qui s'y passe. Et ils parlent d'attaquer le Hezbollah à cause de cette nouvelle rhétorique, selon laquelle le Hezbollah se renforce d'une manière qu'ils disent ne pas pouvoir contrer, à moins d'attaquer dès que possible. Voilà ce qui se passe avec l'administration Trump. Et je ne vois pas J.D. Vance dans ce rôle. J.D. Vance est récemment allé en Israël et a dit qu'il avait été choqué par le vote. Il s'y trouvait alors qu'il parlait de l'annexion de la Cisjordanie. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que les personnes au sein du mouvement Trump, qui avaient une vision un peu différente, elles ne sont tout simplement pas prises en compte. Tulsi Gabbard s'est exprimé sur le changement de régime et sur les ravages que cela pourrait causer, et a déjà causé jusqu'à présent. Et il ne semble pas que quiconque dans l'administration Trump se soucie de ce dont parle Tulsi Gabbard. Oui, on dirait bien. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Tu sais, on le découvrira peut-être. Mais il y a un point intéressant. Tu as mentionné la visite de J.D. Vance en Israël. Donc il semble qu'il y ait là quelque chose, une sorte de changement tectonique. Ce n'est pas vraiment visible. Mais au niveau symbolique, tu sais comment chaque Américain, chaque politicien occidental, chaque politicien d'où qu'il vienne, quand il va en Israël, doit passer par le rituel d'aller au mur des lamentations, d'embrasser le mur, de se faire photographier là-bas, et ainsi de suite. J.D. Vance ne l'a pas fait. Il est allé à l'église du Saint-Sépulcre et y a passé du temps avec les prêtres chrétiens. C'était un message symbolique très important. Et puis, quelque chose que j'ai appris hier, c'est que le soutien à Israël parmi les conservateurs américains a connu un point d'inflexion après l'assassinat de Charlie Kirk. Le FBI a mené une enquête très rapide et bâclée, où ils ont essentiellement déclaré « Oh oui, tireur isolé, rien à voir ici, circulez ». Eh bien, apparemment, il y a une nouvelle enquête, et la personne qui la dirige est un certain Joe Kent. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant, mais il fait partie de l'administration, et il semble particulièrement intéressé par la question de savoir si une puissance étrangère a été impliquée dans l'assassinat de Charlie Kirk. Et donc les gens sont devenus fous. Ils ont immédiatement dit « Oh, Joe Kent est antisémite ». Apparemment, il y a même eu une dispute lors d'une réunion du cabinet entre le FBI et Joe Kent. Ils voulaient qu'il mette fin à l'enquête. Personne ne veut qu'il examine la possible implication d'une puissance étrangère dans l'assassinat de Charlie Kirk.
Mais apparemment, Trump a soutenu Joe Kent dans cette enquête, dans ce conflit. Et puis, vous savez, il y a aussi quelques changements concernant Tucker Carlson et Elon Musk. Apparemment, bien que je ne sache pas si c'est vrai, Elon Musk rachèterait ABC News et voudrait nommer Tucker Carlson directeur général. Et maintenant, tout le monde devient fou parce que Tucker Carlson est lui aussi qualifié d'antisémite. Il me semble que tout d'abord, nous assistons à certains changements tectoniques qui se produisent sous le radar, sous la surface, derrière la façade, peu importe comment on le formule. En même temps, nous subissons de violentes opérations psychologiques dans l'espace public, où nous sommes exposés à une multitude d'informations destinées, premièrement, à dissimuler ces changements, deuxièmement, à présenter l'administration sous le pire jour possible, et troisièmement, à brouiller les enjeux autant que possible. Donc je comprends tout ce que vous dites, et bien sûr, ce sont là des signes extrêmement préoccupants, mais je pense que des transformations très profondes sont en cours. Quand Trump attaque quelqu'un, je ne sais pas s'il l'attaque vraiment ou s'il l'attaque comme il a attaqué Kim Jong-un. Quand il se brouille avec quelqu'un, est-ce réel ou est-ce une brouille comme celle entre lui et Elon Musk il y a quelques mois? Vous savez, ils ne se sont pas vraiment disputés, c'était peut-être faux ou simplement pas très important. Donc j'essaye, disons, d'ignorer la tempête de manipulation psychologique qui nous arrive dessus et de me concentrer sur la question de savoir si de vrais changements sont en train de se produire. Et je pense que si ce n'était pas le cas, alors tous les médias publics seraient pleins d'éloges pour Trump. J'essaye donc aussi de le juger à ce que dit l'autre camp, et il est clair qu'ils sont très contrariés par ses décisions politiques. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de J.D. Vance parlant à TPUSA, Turning Point, USA. Il répondait à une question d'un jeune dans le public qui lui demandait « Pourquoi cela? Pourquoi soutenons-nous Israël ?» Sa réponse, tu sais, a en quelque sorte mis les sionistes dans une position où ils n'avaient plus d'autre choix que de l'attaquer. Ils l'attaquaient parce qu'ils le considéraient comme une menace. À leurs yeux, Charlie Kirk représentait déjà un danger pour leur rhétorique. Et maintenant, J.D. Vance aussi. Voici donc ce qui s'est passé. Il a été violemment attaqué, en réalité de deux manières, dans les jours qui ont suivi. Les démocrates l'attaquaient, et il y avait toutes ces questions partisanes. Mais l'essentiel, c'était la réaction des sionistes après la diffusion de la vidéo. Voici ce qu'il a dit, Alex. Je suis un homme chrétien et je ne comprends pas pourquoi il existe cette idée selon laquelle nous devons quelque chose à Israël ou qu'ils sont notre plus grand allié, ou encore que nous devons soutenir ce programme d'aide étrangère de plusieurs centaines de milliards de dollars à Israël pour couvrir, pour citer Charlie Kirk, le nettoyage ethnique à Gaza. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi cette idée s'est imposée, étant donné que non seulement leur religion ne correspond pas à la nôtre, mais qu'elle soutient ouvertement la persécution de la nôtre. Oui, donc laissez-moi disons quelques mots à ce sujet. Tout d'abord, lorsque le président des États-Unis dit « l'Amérique d'abord », cela signifie qu'il défend avant tout les intérêts des Américains. C'est l'ensemble de notre politique étrangère. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'alliance ou que nous ne travaillerons pas avec d'autres pays de temps en temps. Ce que le président pense, c'est que parfois Israël a des intérêts similaires à ceux des États-Unis et nous collaborerons avec eux dans ce cas. Parfois, ce n'est pas le cas. Par exemple, dans le plus récent plan de paix pour Gaza, sur lequel nous avons tous travaillé très dur ces dernières semaines, le président n'a pu conclure cet accord de paix qu'en acceptant réellement d'exercer une certaine pression sur l'État d'Israël.
Donc, quand les gens disent qu'Israël manipule ou contrôle d'une manière ou d'une autre le président des États-Unis, eh bien, il ne contrôle pas ce président des États-Unis. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pu obtenir certains des succès que nous avons eus au Moyen-Orient. Quant au fait que les Juifs soient en désaccord avec les chrétiens sur certaines idées religieuses, oui, absolument. L'une des réalités, c'est que les Juifs ne croient pas que Jésus-Christ soit le Messie. Évidemment, les chrétiens, eux, y croient. Il existe des désaccords théologiques importants entre chrétiens et juifs. Mon attitude, c'est ayons ces conversations, ayons ces désaccords lorsqu'ils se présentent. Mais s'il existe des domaines d'intérêt commun, nous devrions aussi être prêts à travailler ensemble sur cela. Par exemple, une chose à laquelle je tiens vraiment, c'est la préservation de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Les chrétiens croient que c'est l'endroit où Jésus-Christ a été crucifié et que son tombeau s'y trouve également. Mon point de vue est que si nous pouvons collaborer avec nos amis en Israël pour garantir aux chrétiens un accès sûr à ce lieu, c'est clairement un domaine d'intérêt commun. Cela me convient parfaitement. En revanche, ce que je n'accepte pas, c'est qu'un pays passe avant les intérêts des citoyens américains. Et il est important pour nous tous, et supposons que nous soyons citoyens américains, de placer les intérêts de notre propre pays en priorité. Vous savez, l'un des points essentiels qu'il a mentionné, c'est que les États-Unis ont décidé d'utiliser leur influence sur Netanyahou pour obtenir un cessez-le-feu. Et les gens sont devenus fous. Les sionistes, eux, l'ont fait. Oui. Les gens deviennent fous, Nima, parce que cette rhétorique, ce récit qui émane actuellement de l'administration, est absolument radical par rapport, tu sais, au schéma de longue date d'obéissance aveugle à l'État d'Israël. Tout ce qu'on pouvait dire, et c'est encore vrai pour le Congrès, c'était « Je soutiens l'État d'Israël, qu'il ait raison ou tort. Israël a le droit de se défendre. » Et ainsi de suite. Il n'a probablement jamais été possible, je pense, depuis Dwight Eisenhower, que quelqu'un dise quoi que ce soit d'un tant soit peu critique envers l'État d'Israël. Donc ici, J.D. Vance est très subtil dans son message, mais le contenu de ce message marque une rupture radicale avec le statu quo que nous avions depuis des décennies. Et je pense qu'il n'est pas étonnant que les sionistes, Mark Levin par exemple, soient devenus complètement fous. Ils attaquent maintenant Trump, J.D. Vance et toute l'administration parce qu'ils se rendent compte qu'ils perdent du soutien. Et non seulement cela, mais évidemment, Trump ne peut pas faire cela ouvertement. Il ne peut pas simplement dire « Très bien, nous ne soutiendrons plus l'État d'Israël. C'est fini. » Mais cela ne me surprendrait pas s'il ressentait réellement cela, s'il pensait de cette façon. Je le dis depuis des mois, si j'étais un sioniste fervent, je ne ferais absolument pas confiance à Donald Trump. Et je ne lui faisais déjà pas confiance à l'époque où il donnait toutes les apparences d'une dévotion indéfectible à l'État d'Israël. Cela m'a toujours semblé creux, calculé et creux. Et maintenant, nous voyons que tout commence à se déliter sur les bords. Mais ce délitement sera très difficile à inverser. Je pense que c'est un bon signe, car il faut garder ceci à l'esprit. Il est devenu évident pour les forces armées et les agences de renseignement des États-Unis que les intérêts de l'État d'Israël et ceux des États-Unis sont en réalité diamétralement opposés. Un document a été publié en ce sens en 2012, co-signé par les 16 agences de renseignement. Je crois qu'il y en avait 16 à l'époque. Nous en avons 17 aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, toutes les agences de renseignement des États-Unis ont co-signé ce document en 2012. Et même si le discours et la rhétorique publique sont restés inchangés, il est clair que beaucoup de personnes au sein de l'administration en sont conscientes.
it's clear that a lot of people in the administration are aware of this. And I think that makes sense because the United States. Et je pense que cela a du sens, car les États-Unis ne sont pas la même chose que l'Empire britannique. L'État d'Israël, tout le projet sioniste, est le produit de l'Empire britannique, en quelque sorte imposé aux États-Unis comme un beau-fils adopté dont l'Amérique a dû s'occuper. Mais cela n'a jamais vraiment eu beaucoup de sens. Ce qui a du sens pour les États-Unis, en revanche, c'est d'entretenir de bonnes relations avec l'Arabie saoudite, de bonnes relations avec l'Iran, de bonnes relations avec toutes les nations riches en ressources de cette région, car il est évident qu'ils ont un avantage à commercer avec ces nations, à obtenir leurs investissements et à investir dans ces pays. Et en s'intégrant à tous ces nouveaux corridors commerciaux en cours de développement, des investissements massifs, absolument massifs, dans les infrastructures, les ports, et ainsi de suite. C'est la région du monde en pleine croissance. Et il faut y être présent. On ne peut pas le faire si l'on est en guerre avec tout le monde, parce qu'on protège ce vilain petit canard qui maintient tout le monde sur les nerfs, déstabilise continuellement la région et provoque tous ses voisins. Donc je pense que d'une manière subtile et peu évidente, ce découplage entre Israël et les États-Unis est en train de se produire. Alex, cela fait des mois que nous en parlons. J'ai discuté avec Paul Craig Roberts. Il pense qu'un partenariat ou une alliance entre la Russie, la Chine et l'Iran pourrait sauver le monde, dans le sens où cela apporterait la paix en Eurasie et en Asie occidentale, et enverrait un signal aux États-Unis indiquant qu'il existe des limites à ce qu'ils peuvent faire dans ces régions. Récemment, Lavrov a été interrogé lors d'une conférence de presse pour savoir si la Russie envoyait des S-400 à l'Iran. Il a répondu qu'il n'y avait aucune limite au type de partenariat que la Russie et l'Iran entretiennent. J'imagine qu'il se passe beaucoup de choses entre eux, et je crois qu'il en va de même pour la Russie et la Chine. Penses-tu qu'ils forment, à ton avis, une sorte de partenariat qui va au-delà d'une alliance? Quelque chose que nous ne connaissons pas vraiment, parce qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Mais d'une certaine manière, au fil de ces conférences de presse, nous obtenons de petits indices sur ce qui se passe. Eh bien, oui, je pense que c'est en train de se produire, car il est très clair que les Russes et les Chinois ont commencé à mettre en œuvre une politique qui repose sur l'Iran, non seulement comme partenaire régional, mais en réalité comme pilier de leur architecture de sécurité en Asie occidentale. Je pense qu'il y a une prise de conscience parmi ces puissances que, si elles ne restent pas unies, elles peuvent être éliminées une à une par l'ordre mondial globaliste. Donc vous savez, si les puissances occidentales parvenaient à effectuer un changement de régime en Iran, tous ces projets de développement, comme le corridor de transport nord-sud, seraient terminés. Ils ne continueraient plus. Sans aucun doute. Exactement. Ainsi, l'ensemble de l'initiative La Ceinture et la Route, des BRICS et de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, considère, selon moi, l'Iran comme une partie intégrante de ces dynamiques. Et vous savez, ce que fait l'Occident, c'est que lorsqu'il mène un changement de régime dans un pays, il transforme ensuite ce pays en arme contre ses voisins et contre d'autres puissances de la région. De la même manière qu'ils ont utilisé l'Ukraine pour affaiblir et déstabiliser la Russie, ils pourraient utiliser l'Iran pour affaiblir et déstabiliser la Russie également. Ou encore, ils pourraient utiliser la Russie s'ils parvenaient à y provoquer un changement de régime et à installer, disons, un nouveau type de Boris Eltsine. Ils pourraient alors se servir de la Russie pour attaquer la Chine, de la même façon qu'ils ont utilisé l'Ukraine pour attaquer la Russie. Je pense qu'il y a une prise de conscience croissante
que c'est ainsi que l'Occident joue son jeu. Et vous savez, pour les Chinois, il est d'une importance vitale que Vladimir Poutine et son gouvernement restent au pouvoir à Moscou et qu'il y ait une continuité de la politique, qu'il n'y ait pas un Volodymyr Zelensky amené au Kremlin par l'Occident. Il en va de même pour les relations entre la Russie et l'Iran, et entre la Chine et l'Iran. Je pense qu'ils voient tous qu'ils dépendent les uns des autres pour leur sécurité. Donc vous avez tout à fait raison, c'est plus qu'une alliance, c'est un travail d'équipe stratégique à tous les niveaux. Strategic teamwork on every level. Where does the future of Europe lie? Où se trouve l'avenir de l'Europe, Alex, à ton avis? Parce que, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent avec l'administration Trump, il transfère simplement tout le fardeau sur les épaules des Européens. Dans le cas de la guerre en Ukraine, Donald Trump ne se soucie plus de ce qui s'y passe. Il dit aux Européens, « Si vous voulez continuer, vous pouvez l'acheter chez nous et le donner à l'Ukraine. Mais nous n'allons pas être là et nous n'allons rien envoyer. » Alors, quel est l'avenir de l'Europe? Que veulent-ils pour leur avenir? What do they want for their future? Cela dépend à qui vous posez la question. Évidemment, si vous demandez à Ursula von der Leyen ou à Kaja Kallas, l'avenir de l'Europe, c'est la guerre contre la Russie. Et il en va de même pour Friedrich Merz, Emmanuel Macron et d'autres. La question est de savoir s'ils vont rester au pouvoir ou si la démocratie va l'emporter. Parce que la majorité des gens ne veulent pas de cette guerre. Et nous voyons déjà des voix en Allemagne devenir plus fortes et plus audacieuses, nous disant que nous devons coopérer avec la Russie. Nous avons besoin du gaz russe. Nous avons besoin des ressources russes, car sinon, nos économies vont être détruites. Des membres de l'AfD en parlent ouvertement, ce qui est presque interdit en Allemagne. Mais c'est là où nous en sommes. Je pense que l'avenir de l'Europe réside dans un partenariat avec la Russie, dans une intégration multipolaire, dans la connexion avec le mouvement des BRICS et en somme, dans le lien entre nos économies et celles du reste du continent eurasien, indépendamment, disons, de la domination financière anglo-américaine. La semaine dernière, j'ai participé au Forum économique eurasiatique de Vérone à Istanbul. La première fois que j'ai été invité à cet événement, c'était il y a 4 ans à Bakou, en Azerbaïdjan. Je me souviens de mes impressions à l'époque. Ces rencontres étaient très constructives. Il y a eu des discussions sur le développement, l'industrialisation et la construction d'infrastructures, qui n'étaient pas, vous savez, de simples discours creux sur un avenir hypothétique ou des promesses en l'air. Les gens parlaient de projets très concrets qui étaient en cours d'élaboration pendant que nous en discutions sur place. Et maintenant, un ami à moi vient tout juste de rentrer de Bakou en Azerbaïdjan au moment même où je quittais Istanbul. Il a publié une analyse et a indiqué qu'en 4 ans, l'Azerbaïdjan avait construit 4000 km d'autoroutes, 447 ponts, plus d'une centaine de tunnels, dont l'un est le 2e plus long tunnel du monde, et 16 viaducs. Tout cela s'est produit en moins de 5 ans. Et ils ont dépensé 5 milliards de dollars pour tout cela. Et cela, vous savez, si ça se produit en Chine, si ça se produit en Russie ou en Azerbaïdjan, cela peut se produire n'importe où. Cela peut se produire en Europe, ce qui représente une vision du monde très très différente. Orienter sa société dans cette direction plutôt que de verser des centaines de milliards de dollars dans le complexe militaro-industriel et dans la préparation à la guerre. Parce qu'on dit « Oh, d'ici 2028 ou 2029, nous allons entrer en guerre contre la Russie ». Nous savons donc ce que veulent nos dirigeants. Nous savons aussi ce que veulent les gens ordinaires. Et le contraste ne pourrait pas être plus frappant. La question est donc la suivante. La démocratie va-t-elle l'emporter ou bien ces élites dégénérées et consanguines vont-elles l'emporter?
Vous savez, c'est difficile à dire. Les Ukrainiens ne voulaient pas faire la guerre contre la Russie, mais ils ont fini par y être contraints. Alors, je ne sais pas si l'Europe sera capable de résister à cette poussée vers la guerre. Cela dépendra de nous. Je vois beaucoup de gens se réveiller, mais je vois aussi beaucoup de gens très complaisants qui haussent simplement les épaules en disant « Oh, que pouvons-nous faire? Je ne suis qu'une seule personne. Je ne peux pas faire grand-chose. Nous verrons bien. » J'espère sincèrement, et j'aimerais que tous ceux qui écoutent comprennent, que notre coopération, notre obéissance et notre acquiescement à tous les développements, y compris la guerre, leur sont essentiels. Le fait que nous suivions passivement ce dans quoi ils nous forcent revient à leur offrir une victoire. Le fait que nous résistions et que nous disions haut et fort « Non, nous n'irons pas en guerre contre la Russie » arrêtera la marche vers la guerre. Je vous garantis qu'un grand nombre de parents en Ukraine, en ce moment, regrettent probablement de ne pas avoir été un peu plus fermes dans leur résistance à cette marche vers la guerre, même au risque de leur sécurité, de leur emploi, de leurs revenus, et ainsi de suite. Parce que vous savez, l'alternative, c'est de rendre visite à vos enfants sous le drapeau de votre pays, 6 pieds sous terre, parce qu'ils ont été sacrifiés dans ces guerres. Si nous ne voulons pas de cela, nous allons devoir riposter, et nous allons devoir le faire de manière décisive et audacieuse, et peut-être même accepter un peu de risque pour nous-mêmes. Je crois vraiment que l'Europe peut devenir une puissance si elle parvient à instaurer une certaine forme d'équilibre entre l'Est et l'Ouest. C'est très important. La Russie est, je pense, la clé de ce processus. La militarisation est aujourd'hui l'idée la plus dévastatrice pour l'Europe. Et malheureusement, les deux phénomènes se produisent en ce moment même, avec le cas du projet Ukraine. Eh bien, non seulement la militarisation est le pire développement possible, mais elle est aussi vouée à l'échec. Nous ne pouvons pas vaincre la Russie. Vous savez, Napoléon a rassemblé la plus grande force d'invasion de toute l'histoire et a envahi la Russie. Il a perdu. Hitler a monté la plus grande force d'invasion jamais dirigée contre la Russie. 4 millions de soldats, des milliers de chars, d'avions, de canons, d'obusiers, tout cela. En un an, à partir du début de l'opération Barbarossa, la force d'invasion est passée à 6 millions de soldats. C'était absolument colossal. Ils ont tout de même perdu, et ils ont perdu face à l'URSS, qui n'était pas aussi puissante que la Russie d'aujourd'hui. La Russie actuelle est probablement la puissance militaire la plus forte du monde. Les gens diront « Non, 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 c'est les États-Unis ». Non, je pense que c'est la Russie, car même si elle est plus petite, même si elle dépense moins pour la défense, elle a 4 ans d'expérience de guerre. On ne peut acquérir de l'expérience de guerre qu'en menant des guerres. Les États-Unis n'ont pas mené de vraies guerres. Ils ont mené des campagnes anti-guérilla, des opérations de type pompier, si vous voulez. Ils ont perdu face aux talibans, ils ont perdu face aux Yéménites, ils ont perdu au Vietnam. Ils n'ont pas mené de véritable guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Et cela va être, encore une fois, la Seconde Guerre mondiale n'était pas, oui, exactement même là. Vous savez, ce n'était pas à fond comme la Russie a combattu. Et la Russie est chez elle, ancrée sur le continent eurasien. Vous savez, ce serait différent si les troupes russes traversaient l'Atlantique ou le Pacifique pour attaquer les États-Unis. Là, on dirait, il n'y a aucune chance que les Américains gagnent, bien sûr. Mais sur le continent eurasien, dans n'importe quelle confrontation, les Russes seraient invincibles. Alors pourquoi l'Europe devrait-elle aller dans cette direction?
Nous devons vraiment nous interroger et analyser qui pousse à cela, puisque cela n'a aucun sens, puisque c'est suicidaire et extrêmement destructeur. Qui veut réellement cela et pourquoi? Je pense que ce sont ces segments de notre société qu'il faut complètement priver de toute influence. Ils devraient probablement être internés dans des asiles psychiatriques. Et vous savez, c'est probablement là qu'ils devraient passer le reste de leur vie. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Toujours un plaisir, Nima. Heureux de te rejoindre. Et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Prends soin de toi.